Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue à mon podcast qui s'appelle Au lieu dit Baudru, là où pousse un chêne. Bienvenue. Installe-toi au Baudru près d'un chêne parce que j'ai quelque chose de délicieux à te raconter. J'ai trouvé une intrigante malédiction reliée autour de la vie d'une chiffonnière, donc d'une dame qui, dans la vieille Europe, ramassait des chiffons pour alimenter une fabrique de papier chiffon. Pour se parler de la fabrique de papier chiffon, puis ensuite de notre chiffonnière, je vais d'abord te rappeler que l'écriture est apparue en 5500 en Orient et on est passé de plusieurs alphabets, l'alphabet phénicien. On pense à l'écriture cunéiforme de Mésopotamie aussi, celle des hiéroglyphes d'Égypte, l'alphabet grec romain, et même on pense aux chiffres que les Arabes nous ont donnés. On est passé de différents médiums pour écrire. On est passé de l'argile fraîche, la Mésopotamie, au papyrus fait de fibres à la cire, en passant par la craie sur l'ardoise. Au Moyen-Âge, le palimpseste, qui était une peau d'animal qui était très commode puisqu'on pouvait écrire et dessiner là-dessus, faire même des plans. Et on grattait et on pouvait recommencer à se servir de la même peau. Et finalement, on a abouti au parchemin de Pergame et celui qu'on utilisait au XIIIe siècle en Europe. Un long cheminement du papier, et particulièrement du papier chiffon, parce que le papier qu'on connaît aujourd'hui, qui est le papier extrait des fibres de cellulose du bois, n'est apparu qu'au 18e siècle. Donc jusqu'au 18e siècle, vous êtes assuré que les livres anciens que vous voyez dans nos musées ou que les collectionneurs achètent sont faits en papier chiffon. Le papier chiffon est à l'origine de la malédiction dont je vais te parler, mais juste avant de t'en parler, je vais te permettre de comprendre comment ça se fabriquait du papier à l'aide de chiffons. Donc, il fallait récolter des chiffons. On récoltait d'abord des chiffons de lin et de chanvre. C'était commun, depuis le Moyen Âge jusqu'au 18e siècle, de trouver ces chiffons-là, pur lin, pur chanvre. De nos jours, quand on fabrique du papier chiffon pour des raisons artisanales, pour fournir par exemple des papiers fins et spécialisés aux aquarellistes, dans le domaine du dessin et de l'art, on utilise maintenant des chiffons de coton parce que c'est très difficile de trouver du chanvre et du lin sur le marché. Ces fibres-là maintenant sont mélangées avec des fibres synthétiques. Donc, on utilise de nos jours du papier chiffon fait de fibres de coton. Donc, une fois que la matière première qui est récoltée, on va à la fabrique de papier chiffon avec tout ça. Je dois te dire que la matière première, c'était pas du gâteau. Je me souviens quand j'ai visité à Bruges l'hôpital médiéval Saint-Jean
Il y a un musée maintenant, un beau musée consacré particulièrement aux peintres Memling, mais tout l'aspect hospitalier est encore là. Et j'avais vu une toile qui m'a fasciné, on montrait l'utilisation des anciens chiffons pour tamponner les plaies, pour traiter les différentes infections, pour panser les plaies. Ces chiffons-là étaient récoltés aussi pour faire le papier chiffon par les chiffonnières. Elles devaient mourir jeunes ou avoir un bon système immunitaire parce que c'était souillé souvent de sécrétions, de sang, etc. Alors, nos chiffonnières récoltaient le chiffon et ça sentait mauvais dans ces fabriques de papier chiffon. C'était essentiellement toujours des moulins à roues à aube qui étaient actionnés sous l'effet du passage de l'eau. Et là, ça mettait en action toute une série de maillets parce qu'on commençait par déchirer les chiffons, les mettre dans ces bacs à maillets-là. Et les premiers bacs à maillets étaient faits de maillets de bois dentelés aux arêtes aiguës pour pouvoir déchirer encore plus les chiffons qui avaient été défaits. Et puis finalement, ces maillets-là allaient de maillets de plus en plus fins et finalement, on terminait par une série de maillets plats, toujours actionnés par la roue à aube, en passant d'un bac à l'autre. Les maillets plats arrivaient à la fin pour un peu rincer la fibre au passage de l'eau. C'est comme ça qu'on blanchissait notre fibre textile qui était utilisée pour la fabrication du papier. Et est arrivée la pile hollandaise qui a été créée au 18e siècle pour faciliter le défibrage de ces chiffons-là. Et ça a aidé énormément. La mauvaise odeur augmentait puisqu'on utilisait la pâte à papier. C'était une colle à la base de résine naturelle ou de gélatine animale. Et bien là, on pense à des extraits d'os, les yeux des animaux, les peaux de lapin, et ça sentait très mauvais. Alors, pourquoi on ajoutait cette fameuse pâte à papier? C'était pour justement rendre l'ensemble des fibres qui avaient été déchiquetées moins absorbantes, plus lisses. Donc ça évitait de faire du papier buvard exclusivement. On transvasait de la pâte à papier dans une cuve en cuivre. On malaxait ça avec tout simplement un bâton de bois et c'était mélangé à l'eau. Et on avait une espèce de liquide laiteux qui contenait finalement notre pâte à papier, notre fibre textile. Il s'agissait à ce moment-là de prendre un cadre, une forme en bois, qui était un tamis, et d'aller puiser à chaque fois de la pâte et des fibres, de façon à ce qu'on puisse constituer le fond d'une feuille de papier. Puis, on procédait au couchage, c'est-à-dire qu'on retournait la forme pour la déposer sur un tapis de feutre ou de laine. On pouvait le faire plusieurs fois. Ce que je veux te dire, c'est que plus le tapis de feutre était fin, plus le tapis de laine était fin, la texture du papier était fine à ce moment-là. On procédait au pressage en mettant le papier sous presse ou on utilisait une presse à cabestan en bois et ça permettait d'extraire l'eau et d'obtenir une feuille plus mince. Une fois que la feuille mince était formée, on pouvait la ramasser à l'aide d'un outil de bois en forme de T et on ramassait la feuille délicatement et on la suspendait pour qu'elle sèche. Puis on la suspendait à l'abri des rayons là, du soleil, des rayons directs du soleil le jour ou des rayons de la lune le soir, de façon à ce qu'elle sèche sans l'intervention des rayons ultraviolets qui venaient de la lumière naturelle. Et là, on avait finalement nos feuilles de papier. Alors, il existe encore des moulins à papier. Il y en a presque une dizaine en France. Je vais te faire la liste des moulins à papier qui demeurent là, simplement pour la beauté des lieux qui accueillent encore ces vieux moulins. Il y a le moulin du Verger à Puy-Moyen en Charente. Et que c'est donc beau, hein, dire ça. Le moulin du Verger à Puy-Moyen en Charente. Le moulin de Penmure à Musillac dans le Morbihan en Bretagne. Le moulin Richard de Bas à Ambert d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Le moulin de la Rouzic à Couze et Saint-Front en Dordogne. Le moulin Wallis-Closa à Fontaine de Vaucluse, le moulin à papier de Brousse dans l'Aude, dans le Languedoc, non loin de Carcassonne. Et ça fait rêver, hein? Il y a le moulin de la Tourne, aux Marches en Savoie. Et il y a des rues qui ont conservé la mémoire de ces moulins de papier à base de chiffon. Par exemple, la rue du moulin à papier, à Auderghem, qui est une commune de Bruxelles. Alors, il y avait un moulin à eau dans cette rue-là. Et on avait gardé à ce moment-là mémoire de cela. Au Québec, il y a quand même les papiers Saint-Amand à Montréal, qui font des papiers artistiques à partir de chiffons. Je
sais qu'il y a des papetières modernes qui se réservent un marché très restreint de fibres de papier à base de chiffon de coton, mais là, c'est vraiment très industrialisé. Parle-moi donc de ta malédiction qui est autour d'une chiffonnière, parce que si on récolte des chiffons et qu'on les vend à des moulins à papier à partir de chiffons, eh bien, qu'en est-il de cette malédiction? Je vais te lire un beau texte ici qui vient de la RTBF. Une malédiction au 17e siècle. Je vais te le lire comme tu sais comment je les lis, les textes, c'est-à-dire que je m'arrête, je commente un peu, puis... Cette histoire s'est passée en l'an de grâce 1661, au mois de septembre, dans le village de Stemberg, près de Verviers, et elle illustre les croyances et les incroyances de l'époque. Le médecin qui écoutera ceci conclurait en disant « C'est tout simplement le récit des conséquences d'une thrombose, ou en tout cas d'un accident circulatoire. Bref, il n'y aura pour lui aucun mystère. » Et c'est d'ailleurs ce que je pense. Je pense que la malédiction, c'était la malchance d'un des protagonistes de mon histoire qui a fait, après s'être réchauffé dans une discussion, probablement ou possiblement ayant monté sa tension artérielle, un ACV. Et à l'époque, les accidents cérébrovasculaires, ce n'était pas connu. Donc, il y avait tout le temps une interprétation d'origine divine, mystique, religieuse ou morale. Alors, on est en 1661 et je vous rappelle que la justice divine intervenait volontiers dans la vie des malades et des simples mortels que nous étions. Le chroniqueur qui relate ces événements précise qu'au moment où l'histoire se déroula, il était lui-même encore enfant. Donc, septembre 1661, un paysan de Stemberg recueille sa vieille mère sous son toit. Sa pauvre mère, qui travaillait encore dans un âge avancé, en recueillant des chiffons qu'elle vendait aux fabricants de papier. Cette activité ne lui rapportait guère, et le fils attentionné prit la peine de donner un toit à sa misérable mère. Alors, est-ce que c'est d'être attentionné de faire cela? Je pense que c'était tout naturel. À une époque où il y avait peu de milieux qui s'occupaient des personnes indigentes. Alors, il y avait les maisons-dieux, ce qu'on a appelé après ça les hôtels-dieux, qui sont souvent les premiers hôpitaux qui ont été fondés dans une ville. L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôtel-Dieu de Montréal, ce sont les premiers hôpitaux qui ont été fondés. Mais avant la fondation des Hôtels-Dieu, il y avait peu d'institutions et c'était pas suffisant pour l'ensemble de la population, des gens qui étaient sans abri. Au Moyen Âge, on appelait ça aussi la Maison-Dieu. Et si vous avez un vieux tarot à la maison, vous allez voir qu'une des cartes du tarot, c'est la Maison-Dieu. Or, pendant qu'elle recueillait ses chiffons, cette pauvre vieille dame, les enfants de son fils, dit le texte, friponnaient la petite provision de leur grand-mère, comme le pain, le beurre, en sorte que quand elle était de retour, croyant prendre réfection, on dit maintenant prendre une collation, elle trouvait son armoire vide de ses victuailles. Furieuse, elle exigea de son fils qu'il donne à ses enfants la correction méritée. Le fils, entendant les propos de sa mère, dit hautement qu'elle avait menti, que si elle ne quittait ses propos, il la bannirait de sa maison. Disait-il, si quelqu'un entendrait son dire, on croirait que mes enfants sont des larrons. Il lui dit encore plusieurs injures. Il voulut la frapper, mais la mère en colère s'écria, « Je voudrais que celui qui a tort de toi ou de moi tombe mort sans plus parler. » Le fils a répondu « Amen » à cette proposition. Sitôt cette réponse proférée, il tomba rudement sur le pavé de la maison, sans pouvoir plus parler ni donner aucun signe de repentance, étant mort de la moitié du corps, sans aucun sentiment, étant déjà pourri avant que l'autre moitié eût expiré. Il resta en cet état l'espace de 10 jours avant de mourir entièrement. Donc, vous imaginez que l'hémorragie cérébrale a fait son œuvre. On n'avait pas les ressources de services de la santé qui sont modernes pour traiter cet accident cérébrovasculaire probable. Cette description correspond, il faut bien l'admettre, à une paralysie d'un côté provoquée probablement par ce qu'on appelle encore une attaque, sans trop bien savoir d'ailleurs ce qu'on définit par cette façon de parler. Interprétation en ces temps lointains, son corps à moitié mort, avant le reste, signifiait qu'il avait quitté le respect. C'est-à-dire qu'il avait manqué de respect à sa pauvre mère et que la moitié du corps était en corruption 6 jours avant l'autre moitié. L'auteur dit que cette mort tragique fut bientôt dilatée, c'est-à-dire racontée, parmi les pays circonvoisins d'alentour, et qu'on accourut de toutes parts pour voir le bonhomme. Le père de l'auteur de ce petit texte conduisit l'enfant, le garçonnet, pour lui imprimer en esprit la crainte du péché de désobéissance au père. Et voilà, la morale du papier à chiffon venait de tomber. C'est fort probable, c'est même certain, que
que c'était sur un papier chiffon que ce texte a été écrit et la boucle était nouée. Je vous rappelle que dans malédiction, il y a le mot mal, ensuite le E, et à ce moment-là, c'est un peu l'équivalent d'un ET. Donc, il y a le mot mal et diction. Et c'est ça, dire du mal de cette malédiction, dite, nommée, acceptée entre les deux protagonistes, a amené à cette espèce de petite légende de la punition divine pour avoir mal dit de sa mère et le prononcé de la malédiction de la mère en réponse à l'attitude du fils. C'est dire qu'au Baudru, près d'un chêne, les éléments du passé nous mènent loin. Aujourd'hui, on est parti du Baudru et dans notre tête ensemble, on est allé à la création de l'écriture, la transmission de l'écriture à travers les différents âges. Et ensuite, on est passé à la fabrication du papier chiffon en dressant une liste incomplète, bien sûr, des moulins à papier chiffon qui ont résisté au temps et à l'histoire. Que l'histoire du papier chiffon est donc belle. J'ai un vieux dictionnaire historique qui est fait en papier chiffon et au niveau des sensations, c'est très intéressant de toucher à ce papier presque textile. Et bien sûr que les fibres de bois sont des fibres végétales, elles aussi. Il y a toute une aventure qui est une aventure du toucher, de la proximité, de l'intimité avec la feuille de papier dans le cas d'un papier chiffon. Alors, morale de l'histoire au Baudru, je vous souhaite de ne pas vous échauffer en ayant une discussion avec votre vieille mère. Elles sont assez vieilles, nos mères, pour avoir le respect, parce que lorsqu'on s'échauffe, on risque de faire monter notre tension artérielle. Et qui dit tension artérielle haute, dit risque d'accident cérébrovasculaire. Alors, il y a tout un ensemble de notions. C'est ce que j'aime lorsqu'on fouille dans la littérature et dans le passé. Il y a tout un ensemble de notions qui sont interconnectées les unes aux autres. Et cet ensemble de notions qui proviennent à la fois de l'histoire des sciences, de la littérature, de la société, des mœurs, sont des sources de fascination, d'émerveillement. Quand on peut voyager dans le passé à partir des fibres textiles et des fibres du papier chiffon, on va très loin, puisque toute l'histoire de l'humanité qui a été écrite et transcrite l'a été faite sur du papier chiffon jusqu'au 18e siècle. Alors, notre histoire, si vibrante qu'elle soit, est inscrite sur ce fameux papier aux fibres très souples, très végétales, très naturelles. Alors, c'était notre petit voyage intérieur, ce petit cheminement, toi et moi, dans notre jardin intérieur que constitue le vieux Baudru, près d'un chêne qui pousse. Salut et au prochain podcast.